Alors, on va se laisser encore 2 petites minutes et puis on va commencer. Eh bien, écoutez, on va démarrer ce webinaire. Alors, bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce matin pour euh, aborder ce webinaire qui s'intitule Comment favoriser l'inclusion des personnes LGBTQIA+ au sein de son association. Donc, pour rappel, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi le cycle de webinaires dédié aux questions d'inclusion, ça fait maintenant plus d'un an que le mouvement associatif, par l'intermédiaire de son outil que je vous présenterai en fin de webinaire, qui est l'Inclusiscore, euh, conçoit, en partenariat avec des structures expertes sur tout un tas de sujets, des webinaires en lien avec les sujets d'inclusion. Donc, pour rappel, et vous pourrez les redécouvrir sur le YouTube du mouvement associatif, les derniers étant sur les sujets de comment lutter contre les discriminations au sein de sa gouvernance associative, comment euh, lutter contre la fracture numérique et impliquer l'ensemble des parties prenantes de son association autour des questions numériques. Donc voilà, il y a eu tout un tas de sujets sur les questions d'inclusion et tous ces webinaires s'inscrivent dans un cycle de webinaires autour d'un outil, l'outil qui est l'Inclusiscore, qui vise à permettre aux acteurs associatifs de s'interroger sur leurs pratiques en interne autour des questions d'inclusion. Donc sur la manière dont fonctionne l'outil et sur où le trouver et sur toutes les informations en lien, je vous le présenterai en fin de webinaire. Je tiens à remercier nos partenaires qui nous soutiennent dans la création de ces différents webinaires autour des questions d'inclusion. L'ANCT, bien entendu, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la DILCRA, la Fondation de France et UP. euh, pour la réalisation de ces webinaires. Je tiens également à remercier nos deux intervenantes présentes aujourd'hui, à savoir Lou Martiens Lartigue de la structure La Petite, qui aura l'occasion de se présenter, et Lucille Choma de SOS Homophobie, qui nous font l'honneur d'être présentes aujourd'hui pour nous parler de ce sujet. Euh, Avant de leur laisser la parole, juste quelques mots sur les questions de modération, mais j'imagine que vous avez l'habitude maintenant. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet Q&R que vous avez en bas ou en haut de votre écran tout au long du webinaire. Il y aura deux temps à mi-parcours et en fin de webinaire qui seront dédiés euh, à la réponse de vos questions. Et puis, si vous avez des remarques autres ou plus générales, n'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet discussion.
Le replay de ce webinaire et toutes les ressources associées vous seront transmises ultérieurement à ce webinaire. Sans plus tarder, je vais vous donner le sommaire. Alors, on a 1 heure et demie devant nous pour aborder tout un tas de questions. D'abord, on reviendra sur des éléments de définition. Qu'est-ce qu'on entend derrière le sigle LGBTQIA+. On donnera des chiffres sur l'évolution des tendances LGBTI-phobes au sein de la société, et plus particulièrement dans le monde du travail. On reviendra sur la manière dont marche une discrimination, quel impact ça peut avoir sur les personnes, et notamment les personnes LGBT. Comment on peut prévenir les risques aussi, avec quelques bonnes pratiques euh, au sein de son organisation. Et puis après, on aura des outils, en présentation d'outils, qui est propre à SOS Homophobie, qui est une boîte à outils assez exhaustif pour prévenir les discriminations et favoriser l'inclusion des personnes LGBTQIA+ en milieu professionnel. Et puis, enfin, on aura une présentation du panel de formation sur le sujet qui est dispensé par l'organisation La Petite. Et puis, enfin, on aura juste en ouverture un petit rappel sur l'outil Inclusiscore. Donc, sans plus tarder, Lou, je vous laisse la parole euh, pour ce premier point. Très bien. Merci beaucoup, Mehdi. On m'entend bien? Très C'est bien, bon? très bien. Super. Effectivement, on a un programme assez chargé, donc je vais me lancer sans tarder. Je commence d'abord par présenter la structure pour laquelle je travaille, qui est donc la structure La Petite. On est une structure engagée pour l'égalité des genres. On est implanté depuis 2004 à Toulouse et on a développé une expertise sur tout ce qui va toucher les structures de travail, notamment dans les arts et la culture. Et en gros, très très rapidement, on est organisé en plusieurs pôles d'action. Enfin, on se bat pour l'égalité des genres avec différents outils. On a d'abord un organisme de formation, du coup, dont je fais partie. On a aussi un média qui met en valeur les femmes, les personnes minorisées de genre et leur création artistique, notamment musicale. On a des événements, on organise les Girls Don't Cry Party qui sont assez connu à Toulouse. On organise aussi un festival en fin d'année dans une salle de concert. Et on a également toute la partie insertion professionnelle. Donc, on a un incubateur qui va venir, pareil, soutenir les projets des femmes, des artistes sexisés, des personnes minorisées de genre. Et également les ateliers Voix ton corps, qui sont des ateliers d'empouvoirment par le corps et la voix. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les trois pôles d'action que l'on mène en continu à La Petite. Et pour ma part, du coup, je suis formatrice depuis 1 an et demi dans la structure, spécialisée en prévention des violences sexistes et sexuelles. Mais je m'intéresse aussi beaucoup, du coup, à la prévention des violences LGBTQIA+phobes. Et on a lancé, je vous en parlerai à la toute fin, une nouvelle demi-journée de formation spécifiquement sur ce sujet. Voilà, tu peux passer. Merci beaucoup. Bon, petite slide introductive. On va passer rapidement sur le sigle LGBTQIA+, pour essayer de clarifier un petit peu et voir ce qui se cache derrière ces lettres. Merci. L'acronyme présente les différentes communautés des diversités sexuelles et de genre. On va voir que ça va réunir toute une large diversité de personnes. Souvent en formation, quand j'interviens, on me dit, OK, en fait, la première partie de l'acronyme, je connais, ça me paraît assez clair. Par contre, la fin, ça génère toujours beaucoup de questions. Je vous précise que là, du coup, je vais vous présenter rapidement chacun des termes. Et ensuite, c'est plutôt autant de questions à la fin que je pourrais répondre aussi avec Lucille sur des éclaircissements éventuels. On peut passer à la slide suivante, merci. Du coup, LGBTQIAP+, ça fait beaucoup de lettres. L'important à se rappeler, c'est que l'idée, ça va pas être de tout connaître par cœur, d'être incollable forcément sur cet acronyme-là. L'important, c'est surtout de se rendre compte de la diversité et de la fluidité qui existe dans les identités de genre, les expressions de genre, les orientations sexuelles. On va pouvoir voir ça juste après. Donc l'important, ça va pas être d'être incollable, comme je le disais, mais en tout cas de respecter cette diversité des identités et des vécus. Du coup, le L, donc lesbienne, le G pour gay, le B pour bisexuel, là j'ai mis en abrégé,
Le T pour les personnes transgenres, le Q pour queer, qui a été à la base d'une insulte et qui a été réapproprié par la communauté LGBTQIAP+. Ça, pareil, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus. Il faut savoir que le Q, ça permet aussi d'inclure plutôt les personnes qui seraient en questionnement, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément de termes pour se définir encore, qui sont en questionnement soit sur leur identité de genre, soit sur leur orientation sexuelle, par exemple, et qui du coup sont les bienvenus, accueillis par la communauté LGBTQIAP+. Le I, donc pour les personnes intersexes, qui vont donc qui vont mettre à mal la binarité de genre. Ça aussi, on pourrait y revenir si vous avez des questions, mais notre société est vraiment structurée sur une binarité homme et femme, et le fait qu'il y ait des personnes intersexes, donc des personnes qui sont situées sur un spectre qui va varier au niveau chromosomique, au niveau anatomique, va venir questionner cette binarité. Le A pour les personnes asexuelles et aussi pour les personnes aromantiques, peut-être un terme qui est moins connu. Donc les personnes asexuelles étant des personnes qui ont pas du tout ou peu d'attirance sexuelle pour d'autres personnes. Pareil, là, c'est sur un spectre, il y a une certaine fluidité. Et les personnes aromantiques qui ne ressentent pas ou peu d'attirance romantique pour d'autres personnes, mais qui peuvent par ailleurs ressentir des attirances sexuelles. Et enfin, les personnes pansexuelles qui vont plutôt avoir tendance à être attirées par une personne en dehors de toute considération du genre de la personne. J'ai ajouté juste en bas les personnes non binaires, donc souvent abrégées NB et gender fluide, qui ne sont pas inclus dans cet acronyme qui est déjà assez long, mais qui font évidemment partie de la communauté LGBTQIAP+, et qui sont inclus justement grâce au plus qui est à la fin de l'acronyme, qui permet vraiment d'en faire un terme parapluie et le plus inclusif qui soit. On peut passer. Merci beaucoup. On pourra revenir si jamais vous avez des questions sur le terme cisgenre. Je trouve que c'est important de visibiliser ce terme-là. J'ai beaucoup de questions qui reviennent sur ce terme en formation, parce qu'on parle beaucoup des personnes queer, on parle des personnes transgenres, mais souvent on oublie de visibiliser la norme qui est du coup la norme cisgenre. Donc une personne cisgenre ou l'abréviation cis, ça va être une personne dont le sexe biologique, donc le sexe qui a été assigné à la naissance, quand on est un docteur, une docteure va dire c'est une fille, c'est un garçon. Donc ça, c'est le sexe biologique qui est assigné à la naissance. Et l'identité de genre, ça va être la façon dont je me ressens, qui peut être en adéquation avec le sexe biologique qui m'a été assigné ou pas. Et du coup, tout ça, c'est pareil, ça va s'étendre sur un spectre. Et du coup, les personnes cisgenres ont une identité de genre qui est en corrélation avec le sexe biologique assigné à la naissance. C'est important de distinguer les 4 éléments que je vous ai listés sur cette slide. Donc, le sexe biologique, on l'a vu. On a aussi vu le fait que c'est important de se détacher d'une forme de binarité de genre qui va avec une forme d'hétéronorme, le fait que hommes et femmes sont compatibles et complémentaires. Les personnes intersexes vont venir bousculer cette idée-là. Il faut savoir aussi d'ailleurs que les personnes intersexes vivent beaucoup de violences médicales. On pourra aussi en reparler si vous avez des questions. Donc, sexe biologique, l'identité de genre, donc je l'ai dit déjà, c'est la façon dont on se ressent, notre identité. L'expression de genre, ça va être la façon dont on va performer, dont on va exprimer son genre. Donc, ça peut passer à travers une coupe de cheveux, une façon de se mouvoir dans l'espace, des choix vestimentaires. En fait, tout un tas de codes qu'on a appris, c'est vraiment des codes culturels, et qu'on va choisir pour exprimer notre genre. Et enfin, l'orientation sexuelle, vous avez vu plein d'exemples d'orientation sexuelle différentes dans l'acronyme. Et ces 4 éléments-là ne sont pas forcément, sont dissociables. Il faut les dissocier. Ce n'est pas parce que vous identifiez une expression de genre d'une personne que vous pouvez présumer d'une identité de genre ou même d'une orientation sexuelle. Tout ça, ça va se situer sur des spectres qui sont fluides, et chaque personne va être une combinaison de ces 4 éléments. Et du coup, pour conclure sur cet acronyme-là, ce qui est intéressant, c'est que dans l'acronyme, il n'y a pas que des orientations sexuelles. Il y a aussi
des identités de genre, donc les personnes transgenres. Il y a aussi des références au sexe biologique avec les personnes intersexes. Voilà, donc ça va vraiment être un acronyme qui va rassembler une variété d'expériences et d'identités. J'ai terminé là-dessus. Merci infiniment, Lou, pour cet éclaircissement sur ce sigle et les précisions apportées. Tout de suite, je vais laisser du coup la parole à Lucille pour aborder justement l'évolution des tendances LGBTI-phobes au sein de la société et du monde du travail. Lucille, je vous laisse la main. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je veux bien, Mehdi, que tu passes. Pardon. Donc, Lucille Joma, donc je suis administratrice à SOS Homophobie et je représente aujourd'hui une commission de SOS Homophobie qui travaille sur l'inclusion des personnes LGBTI dans le monde de l'entreprise, donc du travail de manière plus générale. Donc SOS Homophobie, donc c'est une association féministe de lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie, la transphobie et l'intersexophobie, qui a été créée en 1994 et qui aujourd'hui est reconnue d'intérêt général. Et dans cette association, on a trois grandes missions. On a pour mission de prévenir les LGBTI-phobies, donc en faisant des interventions en milieu scolaire, mais également dans les entreprises, dans les organisations, dans les associations. On a également pour mission de soutenir les victimes, donc d'intervenir lorsque les personnes ont vécu malheureusement des LGBTI-phobies. Donc pour ça, on a différents dispositifs d'écoute qui permettent donc aux personnes qui le souhaitent de pouvoir échanger avec des écoutants et des écoutantes. Et on peut également les accompagner de manière juridique s'ils le souhaitent. Et dernier point de l'association, c'est de militer, donc militer pour une égalité des droits. Et pour ça, donc, on a pardon, un document de référence sur les LGBT-phobies que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, les différentes missions de l'association sont assurées intégralement par des bénévoles. Donc, on est 600 bénévoles répartis partout en France et donc on est répartis en délégations et en commissions qui travaillent sur des thématiques particulières. Donc voilà un petit peu SOS Homophobie, hein. Donc c'était important de vous représenter qui on est avant de vous présenter un peu plus de manière précise les LGBTI-phobies aujourd'hui. Donc je veux bien que tu avances, Mehdi, s'il te plaît. Alors oui, petit point aussi, avant de parler de LGBTI-phobie, c'est vraiment très important de se rappeler de ce que dit la loi. Donc, les LGBTI-phobies, ce sont des infractions, ce ne sont pas des opinions. Elles sont commises donc en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Donc, c'est vraiment important de se le rappeler. Les LGBTI-phobies sont des infractions qui peuvent entraîner des condamnations et ce ne sont pas des opinions. Donc, elles peuvent prendre différentes manifestations, donc du rejet, du mépris, hein, envers les personnes qui sont perçues comme LGBTI. Donc, je tiens vraiment à le préciser, c'est perçu, ce n'est pas en lien avec son orientation sexuelle ou son identité de genre. C'est vraiment en lien avec les agressions que l'on peut vivre. Je veux bien que tu avances. Donc, tous les ans, alors je ne sais pas si vous voyez, parce que je ne me vois pas moi, mais voilà. Tous les ans, on publie un rapport sur les LGBTI-phobies euh, qui sont issus donc des différents témoignages que l'on reçoit via nos différents dispositifs d'écoute et qui permet de faire un état des lieux des LGBTI-phobies en France. Donc, ce rapport, on le fait depuis 1995 euh, et via ce document, on peut alerter donc, les pouvoirs publics sur l'évolution des LGBTI-phobies dans le temps. Un des éléments qui est vraiment important à relever, c'est qu'à chaque fois que l'on va parler des droits des personnes LGBTI, on va avoir une augmentation de la violence. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important à se rappeler. À chaque fois que l'on parle des droits des personnes LGBTI, il va y avoir un débat sur l'existence même des personnes LGBTI et donc une augmentation de la violence. Aujourd'hui, ce qui ne se voit pas dans ce graphique, c'est une augmentation des actes de transphobie. En 2 ans, on a eu une augmentation de 27% des actes de transphobie et
c'est le reflet de ce qui se passe actuellement. On a une évolution des droits des personnes trans et donc une augmentation malheureusement des violences qu'ils vont subir. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, de manière plus générale, faut pas oublier que les LGBTI-phobies, elles sont présentes dans toutes les sphères de la société. Donc, ça va être sur les réseaux sociaux, ça va être dans la famille, ça va être au travail, ça va être lorsqu'on fait du sport, ça va être lorsque l'on va dans une association pour faire de la musique, ça va être enfin voilà, dans tous les contextes de la vie, malheureusement, il y a des LGBTI-phobies. Les espaces où elles sont le plus présentes, ça va être la haine en ligne, la famille, on va avoir le travail et tout ce qui va être service, commerce, association. Et après, on va avoir les lieux publics, etc. Donc vraiment, faut pas oublier que les services, les commerces, les associations et le travail, ce sont des espaces dans lesquels il y a malheureusement beaucoup de LGBTI-phobie. Autre point, les manifestations des LGBTI-phobies, donc elles sont très diverses. Les plus importantes, ce sont le rejet. Ce sont des petits gestes quotidiens, malheureusement, de rejet des personnes LGBTI qui peuvent avoir des conséquences importantes, surtout sur le mal-être et la santé psychologique des personnes LGBTI. Après, on a également énormément d'insultes, des phénomènes de harcèlement qui sont extrêmement présents, essentiellement dans les espaces dans lesquels on a l'habitude de revoir toujours les mêmes personnes. Des agressions physiques, ça peut aller jusqu'aux agressions sexuelles, etc. Donc il y a un nombre de manifestations relativement importantes. À partir de là, je vais vous faire un petit focus sur les espaces qui sont les espaces de travail, espaces de travail de manière générale. Donc ça va être entreprise, mais c'est aussi tout ce qui va être service, tout ce qui va être commerce et association, hein, parce que bien sûr, dans les associations, il y a à la fois des bénévoles, mais il y a également des salariés. Donc nous, on les classifie de manière différente, hein, le monde du travail et le monde associatif, donc on va avoir des données un petit peu différentes. Dans le monde du travail, ce qui est important de noter, c'est que encore aujourd'hui, on a un témoignage de LGBTI-phobie sur 10 qui a lieu dans le monde du travail qui dénonce un licenciement abusif. Donc, un licenciement en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre des personnes. Donc, ça, c'est vraiment important à noter. Voilà. Autre élément, donc, dans le monde du travail, on va avoir essentiellement des phénomènes de harcèlement, c'est-à-dire que l'on voit quotidiennement les mêmes personnes et donc, potentiellement, on va avoir une répétition des actes LGBTI-phobes qui vont entraîner des conséquences importantes sur les personnes qui les vivent. Et autre point qui est important de noter, ce sont des phénomènes d'outing. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais outing, c'est le fait de révéler l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne sans son consentement. Or, lorsqu'on ne révèle pas son orientation sexuelle ou son identité de genre, en général, c'est qu'on ne se sent pas en sécurité. Par conséquent, si on le révèle à la place d'une personne concernée, ça peut avoir des conséquences dramatiques, des conséquences de harcèlement, des conséquences de mal-être qui peuvent être très importantes. Donc, je tiens vraiment à appuyer sur ce phénomène de outing. Il ne faut pas parler d'orientation sexuelle ou d'identité de genre d'une collègue ou d'un collègue à la machine à café si elle n'en a pas parlé avec les autres collègues. Je vous ai mis quelques témoignages. Donc, le premier, je vais vous le dire, après, on pourra en discuter dans les questions si vous le souhaitez, hein. Daniel Temer, en tant que responsable de la commission de discipline, après l'arrivée d'un nouveau responsable, Daniel est viré de cette commission. Les raisons de son licenciement ont été avancées lors d'une convocation de Daniel devant le président. Selon ce dernier, un homo n'avait pas sa place dans une commission de discipline football. Ça rendrait les sanctions peu crédibles. Il avait appris l'homosexualité de Daniel en recevant des photos un peu gênantes venant de son profil Facebook. Daniel ne sait pas quoi faire. Très clairement, Daniel a subi un licenciement abusif en raison de son orientation sexuelle et en plus, il a subi un outing de la part, on ne sait pas de qui, de quelqu'un qui a en tout cas diffusé des photos gênantes. Et derrière, on a une personne qui est complètement démunie, qui ne sait pas quoi faire. Donc voilà les conséquences des LGBTI-phobies dans le monde du travail. Donc voilà, c'est un exemple que l'on a reçu, un témoignage que l'on a reçu et qui est assez marquant. Je veux bien qu'on passe à la diapo suivante, s'il te plaît. D'autres témoignages, cette fois, qui ont vraiment eu lieu hein, dans des associations.
On a par exemple Julia, qui a 26 ans, qui est membre d'une association de jeunes généalogistes. Le président de cette association révèle l'orientation sexuelle de Julia à l'ensemble des membres de l'association en vue de se débarrasser d'elle. Très clairement, voilà, c'est une raison de révéler, dans ce cas-là, révéler l'orientation sexuelle de la personne pour la dénigrer. Donc, et dernier exemple que je voulais vous donner, c'est Vladimir, donc qui a 55 ans, qui a rejoint l'association de lutte contre sa dépendance à l'alcool. Et au cours d'un atelier théâtre, l'intervenant insulte Vladimir de grosse pédale et de belle enculée. Désolée pour les insultes. Après cette plainte à la direction de l'association, c'est finalement Vladimir qui est exclu, avec interdiction d'accéder aux locaux de l'association. Là, très clairement, Vladimir a subi une discrimination, il a été insulté et en plus, c'est lui qui doit payer les conséquences de ce qu'il a vécu en fait. Il est doublement victime. Donc voilà, c'est un ensemble de témoignages qui sont assez marquantes, qui montrent également que les discriminations ont lieu dans tous les espaces, quel que soit. Là, on a une association, on a une association de football, on a une association de lutte contre la dépendance, on a également une association de généalogistes. Voilà, dans tous les secteurs, malheureusement, peuvent être touchés par les LGBTI-phobies. Donc, voilà, c'était un petit panel de ce qui se passe, qu'on peut relever dans notre rapport. Il y a une autre étude, donc je veux bien que tu passes, voilà, qui a été réalisée par l'association L'autre Cercle, qui a réalisé donc un baromètre en 2022 via l'IFOP et qui était également intéressante. On a deux chiffres qui ressortent qui sont assez marquants. Une personne LGBTI sur deux cache son orientation sexuelle ou son identité de genre au travail. Donc, cache son orientation sexuelle ou son identité de genre, c'est-à-dire que très clairement, on n'est pas disponible à 100% pour son travail. On va avoir toujours une partie dans sa tête qui va essayer de cacher qui il ou est. Et donc, on va potentiellement aussi dans une situation de mal-être. Deuxième chiffre qui est très important de noter, 3 personnes LGBTI sur 4 cachent le fait d'être en couple au travail. Cette information-là révèle aussi que les personnes LGBTI ne vont pas forcément demander des avantages sociaux auxquels ils auraient droit. Par exemple, pas demander de jours de congé lorsqu'ils vont se marier, lorsqu'ils ont des enfants, pas déclarer leur conjoint ou leur conjointe à leur mutuelle. Donc, ça a vraiment des répercussions importantes en termes à la fois de sociabilisation, mais également en termes d'avantages sociaux et financiers. Et tout dernier point que je souhaitais noter, c'est que lorsque on permet aux personnes qui sont dans son entreprise, dans son association, dans son organisation, d'être sensibilisées aux LGBTI-phobies, on sensibilise des citoyens et des citoyennes qui vivent dans notre société. Et donc, potentiellement, on va pouvoir permettre de prévenir à la fois la désinformation, de réduire les violences LGBTI-phobes. On va permettre d'avoir un meilleur accès aux soins aux personnes LGBTI. On va également permettre d'avoir un meilleur accueil dans les espaces recevant du public. On va pouvoir diminuer la haine en ligne et on va pouvoir également permettre une meilleure acceptation des personnes LGBTI au sein de la famille. Donc voilà, c'était pour rappeler que le monde du travail, c'est vraiment un espace dans lequel on peut cibler un grand nombre de personnes pour lutter contre les LGBTI-phobies. Merci infiniment, Lucille, pour ces précisions sur l'évolution des tendances LGBTI-phobes dans notre société et plus particulièrement dans le monde du travail et surtout ses impacts sur les personnes. Alors, on n'a pas beaucoup de questions. N'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire, hein. Même si vous avez des remarques, des interrogations, des demandes de précision, on est là pour ça et il y a des temps qui y sont dédiés. On a une première question, je dirais que c'est une remarque. Euh, alors, les non-binaires sont souvent classés dans la catégorie transidentité, car c'est une notion commune de dysphorie de genre en termes médicaux. Je ne sais pas si Lou ou Lucille, vous voulez réagir à ce point. Effectivement, les personnes non binaires enfin, appartiennent à la grande famille des personnes trans. C'est cette idée-là que bah, dans les transidentités, il y a plein de variations possibles et évidemment que les personnes non binaires sont incluses
dans cette diversité-là. Je ne sais pas si Lucille, tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai eu un petit bug informatique, mais Là, on t'entend. euh, Oui, on t'entend peut-être que... Ah, ça a coupé. On va peut-être... ce que je propose, c'est que le temps que... Ah, Lucille nous rejoint. Peut-être, Lucille, ce serait je peut-être suis désolée, préfère... j'ai eu un petit bug Pas de technique. souci, pas de souci. Ça Ouais, hache un je peu, remets ma peut-être il faut caméra. couper. Voilà, très bien. Voilà. Oui, oui, en général, j'ai un peu raté la question, Lou, désolée, enfin ta réponse. En effet, hein, tout ce qui va être en lien avec identité de genre, non-binarité, il y a une fluidité assez importante à la fois en termes de nom et en termes d'identité. Donc, en général, c'est regroupé sous le terme transidentité. Mais voilà, faut pas oublier qu'il y a une très grande diversité au sein des transidentités. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je vais peut-être poser deux petites questions pour insuffler pourquoi pas par la suite, de nouvelles questions de la part de nos intervenants, mis à part s'il y en a déjà. Ah oui, eh ben, écoutez, ça tombe bien, on a d'autres remarques et questions. On a une remarque sur la dysphorie de genre ne concerne pas nécessairement toutes les personnes trans, si je ne dis pas de bêtises. Il ne faut pas médicaliser forcément la transidentité. On a une remarque de ce genre, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Tout à fait, il y a énormément de parcours différents, énormément de ressentis différents, et il y a toute une histoire de pathologisation de la transidentité, donc c'est vrai qu'il faut faire très attention par rapport à ça. La dysphorie de genre est quelque chose qui impacte les personnes trans, mais pas toujours de la même manière, et pas forcément tout le monde. Donc c'est important, voilà, de valoriser vraiment la diversité des expériences et voilà, respecter l'expérience de chacun, chacune. Mais oui, je vais dans le sens de cette remarque-là. Je ne sais pas si Lucille, tu veux ajouter quelque chose. Oui, juste pour compléter, en fait, une transidentité, c'est une manière de s'identifier, c'est une manière de se ressentir. Et donc, ça n'implique à la fois pas d'intervention médicale, forcément, pas d'intervention hormonale. C'est vraiment une identité propre. Et donc, la personne fait une transition de la manière qu'elle le souhaite, avec un degré et une manière de le faire à son rythme et à sa façon d'être de manière générale. Merci beaucoup. Alors, les questions arrivent, on va en prendre encore quelques-unes. Comment expliquer simplement la différence entre les personnes bi et pan? Expliquer simplement, j'ai toujours trouvé ça compliqué. Je ne sais pas si toi, Lucille, tu arrives à expliquer ça simplement. Pour moi, parfois, c'est encore flou, cette distinction entre les personnes bi et les personnes pan. Surtout que le terme bisexuel a pris enfin, a pris de plus en subtilité, en complexité, puisque, en tout cas, moi, dans la définition que je connais, les personnes bisexuelles, du coup, sont attirées par plusieurs genres et, du coup, inclut aussi les personnes trans et les personnes non binaires. Les personnes pansexuelles vont être plutôt attirées par une personne et non pas par un genre particulier. C'est ici que se situe la différence, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu flou. Oui, je veux peut-être pas rajouter, peut-être prendre d'autres questions plutôt que de répéter ce Oui. que tu viens de dire. Alors, il y a deux questions qui se suivent un petit peu. Il y a la première, bonjour, dans le cas de discrimination. Alors, non, pardon, je vais reprendre une autre. Est-il possible d'avoir des précisions sur les sanctions possibles pour les personnes ou les structures qui ne respectent pas la loi? Et je pense qu'il y a une question qui suit un peu celle-ci. C'est bonjour, dans le cas de discrimination subie, comment faire pour déposer la plainte, surtout dans le cas où on tombe sur des policiers ou policières peu ou mal formés? Alors, si vous voulez, je peux répondre. Euh, alors, déjà, lorsqu'on subit des discriminations LGBT-phobes, en général, on subit une discrimination.
mais en plus, elle est à caractère LGBTI-phobe. Et dans ce cas-là, il y a un caractère aggravant qui est rajouté à la discrimination. Et ça entraîne une sanction plus lourde par rapport à la sanction qui est prévue lorsqu'on subit des discriminations. Donc voilà la conséquence. Ça peut être, ça cible un tout type d'actes LGBTI-phobes, hein, que ça soit une agression sexuelle, que ça soit une discrimination à l'embauche, que ce soit un licenciement abusif. On va avoir un caractère aggravant qui va être ajouté à la discrimination ou à l'acte qui a été perpétré. Après, pour ce qui est de l'accueil des policiers et des policières, alors en effet, malheureusement, tous les policiers et les policières ne sont pas formés. On reçoit encore des témoignages de personnes qui n'ont pas pu aller déposer plainte. Il ne faut pas oublier que on- dans un commissariat, on est obligé, ils sont obligés de prendre votre plainte. S'ils ne le font pas, il faut aller dans un autre établissement. Vous pouvez également contacter un référent LGBT qui va pouvoir vous accompagner ou une association pour vous accompagner. Mais normalement, vous n'avez Enfin, au commissariat, on ne peut pas vous refuser votre plainte. Et il ne faut pas déposer une main courante parce que la main courante n'a aucun impact. Il ne va pas y avoir d'enquête de déclencher derrière. J'espère que j'ai répondu correctement. Oui, j'imagine. Merci beaucoup, Lucille. Alors, on a pas mal de questions qui arrivent sur enfin, voilà, comment aborder cette situation si on y est confronté dans le monde du travail et notamment au sein de son association. Je vous propose ces questions-là qu'on les garde pour un second temps parce que ça va faire écho à la deuxième partie. Je vais juste prendre deux derniers retours des participants. Le premier, c'est bonjour, est-ce qu'il y a un mot, un terme pour parler des personnes se situant dans le spectre des différentes identités de genre, sans parler d'orientation sexuelle? Je ne sais pas si quelqu'un veut y Pas répondre. sûre d'avoir compris la question. Est-ce qu'on peut répéter la Oui. question par... Alors, bonjour, est-ce qu'il y a un mot ou un terme pour parler des personnes se situant dans le spectre des différentes identités de genre? Point d'interrogation. Du coup, Hmm, et entre parenthèses, la personne précise sans parler d'orientation sexuelle. hmm. Peut-être. De manière générale, en fait, une identité de genre, ce n'est pas une orientation sexuelle. Il faut vraiment différencier les deux. Orientation sexuelle, c'est quand on est attiré par quelqu'un. Identité de genre, c'est comment on se ressent soi-même. Donc déjà, faut totalement les séparer. Et après, vraiment être plutôt sur le terme de transidentité, de non-binarité ou de fluidité de genre. Ce sont des termes qui vont permettre de s'identifier en tant que personne et qui n'a aucun lien avec son orientation sexuelle et sa manière d'être attiré par une autre ou des autres personnes. Hmm. Merci infiniment. Et je vais en prendre une dernière et après on va passer à la deuxième partie. Euh, les LGBTI-phobie au travail, c'est aussi considérer que vous n'êtes pas neutre car situé et que par exemple, si vous voulez parler de ce sujet au travail, on va moins vous considérer que si cela venait d'une personne non concernée et la personne demande, est-ce que vous partagez vous aussi ce constat? Peut-être que vous voulez que je répète, Lou ou Lucille? Ou c'est peut-être pas très clair, je demande à la personne de préciser. Hmm. Mais pour moi, dans cette question, il y a le concept d'allié. Vous m'entendez? Oui, très bien. Il y a le concept d'allié, et en effet, le concept d'allié, donc c'est d'être une personne qui n'est pas concernée et d'aborder ce sujet-là. Ça permet aussi de se positionner en tant qu'allié et de montrer que en fait ce sujet concerne tout le monde, puisque on a toutes et tous en contact, on est toutes et tous en contact avec des personnes qui peuvent potentiellement être LGBT. On vit dans une société, donc oui, les sujets LGBT concernent tout le monde. Donc c'est important que les personnes qui ne sont pas directement concernées en n'étant pas LGBT puissent s'emparer du sujet. Et souvent, ça passe mieux en effet dans les entreprises. Très bien. Merci beaucoup. Euh, il y a pas mal de questions qui nous arrivent. Donc, rassurez-vous, il y a une deuxième vague de questions-réponses qui arrivera à la fin du webinaire. On se laissera également du temps pour y répondre. Sans plus tarder, je vais laisser maintenant
la parole à Lou pour euh, voilà, nous dire comment finalement ça marche une discrimination, quels impacts ça peut avoir sur les personnes concernées et finalement aussi nous donner voilà, quelques bonnes pratiques pour prévenir les risques au sein de son organisation et notamment de son association. Merci Mehdi. Effectivement, alors bon, ces trois questions, c'est quand même un programme assez ambitieux, donc voilà, ça va être quelque chose d'assez synthétique, ça va être des premières pistes. Mais effectivement, déjà, on va se concentrer sur comment ça marche une discrimination systémique. Donc on peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Nous, à la petite, on utilise cet outil qui s'appelle les 4 I de l'oppression. Et c'est ça qui va permettre de caractériser une oppression systémique. Il faut qu'il y ait ces 4 éléments pour que l'oppression soit caractérisée comme systémique, c'est-à-dire qu'il relève d'un système, qui soit entretenu, perpétué par un système. Du coup, le premier I, donc le niveau idéologique, ça va faire référence à un système de croyances et à des idées qui vont définir une supposée norme qu'une société ou une nation se fait d'elle-même. C'est-à-dire, en gros, pour qui la société a été constituée. Si on parle, par exemple, du coup de transidentité, on peut dire qu'au niveau idéologique, la société a été pensée par et pour des personnes cisgenres. Donc forcément, ça va produire une norme. Et cette norme, elle va être soutenue par les institutions. Donc les lois, les systèmes législatifs, éducatifs, médicaux, il va y avoir énormément de violence au niveau médical, au niveau administratif, dans les médias. Tout ça, ça va relayer beaucoup de transphobie et va contribuer à pousser les personnes trans à la marge. Donc ça, c'est important déjà de saisir ce premier lien. Ensuite, toutes ces violences institutionnelles vont être répercutées au niveau interpersonnel, puisqu'on est tous et toutes pétris des normes de cette société et que on a été à l'école, on traverse tous ces systèmes-là, et donc on va avoir intégré ces normes, ces stéréotypes, ces croyances, et donc ça va venir interférer dans nos interactions avec les autres, ce qui va donner lieu à des violences, à de la transphobie dans les rapports interindividuels, des questions invasives, voilà, toutes ces manifestations entre les personnes. Et l'oppression, quand elle est systémique, elle est aussi intériorisée par les personnes. On entend souvent parler, par exemple, de misogynie intériorisée. On entend parler d'homophobie intériorisée et on y a aussi de la transphobie intériorisée. Et ça va aussi être de la violence qui est vécue du coup à l'intérieur même des personnes qui vont devoir se débattre avec ces normes-là juste pour vivre une vie épanouie. Voilà. Donc ces 4 I, en tout cas, c'est une grille de lecture qui peut être très intéressante pour analyser certaines situations et pour identifier si on se trouve face à de la discrimination systémique ou pas. Ça sert aussi à se dire que si on utilise les 4 I de l'oppression, par exemple, ce qu'on entend souvent en formation, on a souvent des questions là-dessus, le racisme anti-blanc, par exemple, ne va pas exister. Parce qu'il n'est pas soutenu par une idéologie, il n'est pas relayé par les institutions. Voilà. Ça peut être un bon argument pour se sortir de ce type de débat. Je mets des guillemets. Voilà, donc un outil plutôt intéressant pour comprendre comment la mécanique de l'oppression, elle agit. Et ce qui est important de savoir sur l'oppression systémique, c'est que c'est vraiment un principe actif. C'est-à-dire qu'il y a une personne au-dessus qui détient un privilège, donc les personnes cisgenres qui détiennent le privilège cis, qui se rapprochent de la norme et qui vont presser vers le bas les personnes trans. Et les personnes qui sont en dessous, du coup, vivent les conséquences de l'oppression, mais vont aussi venir résister. Et c'est un droit fondamental de résister. Et voilà, faut pas. C'est important aussi de voir les personnes qui vivent l'oppression comme des personnes qui, certes, vont subir de la discrimination, mais qui vont aussi avoir toute une dynamique de lutte et de résistance à l'oppression. Je vérifie que je n'ai rien oublié sur cette slide-là. Ce qu'on aime rappeler, c'est que, donc, comme je disais, la résistance, c'est vraiment un droit fondamental. Et je rebondis un peu sur ce que disait Lucille par rapport à la posture de l'allié. Si on est du coup au-dessus, si on a ce privilège-là, si on a par exemple le privilège cis, le privilège blanc, on va avoir une responsabilité importante d'utiliser ce privilège pour soutenir les résistances des personnes concernées. On peut passer à la slide suivante.
Donc ça, c'était un petit peu sur les mécanismes. Ensuite, nous, en formation à la petite, on aime bien aussi insister sur les conséquences qu'ont les oppressions systémiques sur les personnes qui les vivent dans leur quotidien. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de conséquences et que ça crée une charge mentale assez énorme. Sur la gauche, vous avez une liste qui n'est pas du tout exhaustive de formes de discrimination. Voilà. S'il y a des questions, on pourra y revenir après. Peut-être qu'il y a certaines discriminations dans cette liste que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas encore entendu parler. Elle n'est pas exhaustive, hein, je le répète. Et du coup, une personne peut subir une discrimination ou plusieurs. Plus la personne va subir de discrimination, plus elle va être prise dans un maillage d'oppression et plus ça va être difficile de résister. Et plus il va falloir de force, en tout cas, pour résister aux différentes oppressions qui vont traverser la même personne. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'une personne qui est minorisée dans le champ social, donc une personne qui est mise à la marge, une personne qui vit des oppressions, va devoir en permanence s'adapter au code dominant par le biais de stratégies coûteuses. Ça peut être, dans le cadre des LGBTI-phobies, le stress, la charge d'avoir un passing social, par exemple, vraiment de correspondre aux normes cisgenres, par exemple. Une personne minorisée va devoir faire face à un manque de modèles et de représentation. Ça, c'est en train d'évoluer, mais ça évolue quand même lentement. Et on a beaucoup de générations de personnes qui ont eu, en grandissant, à faire face à ce manque de modèles et de représentation. Donc, un manque de possibilité de se projeter dans des parcours, de se dire en fait que c'est possible d'être queer, d'être LGBTQIAP+, et d'être représenté dans différentes sphères de la société. Des personnes qui vivent des discriminations vont souvent devoir acquérir davantage de compétences, d'expériences pour obtenir des avantages similaires, pour se sentir plus légitimes. Donc, il y a aussi toute la puissance des stéréotypes à l'intérieur des personnes, mais il y a aussi des exigences de la société de fournir plus de travail pour obtenir des droits similaires. Une personne minorisée va toujours souvent être ramenée à son groupe d'appartenance. Alors que si on a le privilège, si on est du côté de la norme, on va plutôt être perçu comme une individu avec ses caractéristiques singulières. La force des stéréotypes, c'est que ça va toujours ramener la personne à un groupe et lui attribuer des caractéristiques complètement plaquées sur le groupe auquel elle appartient ou on pense qu'elle appartient aussi. Les personnes LGBTQIAP+, et les personnes minorisées dans le champ social en général vont souvent intégrer une identité négative. C'est ce qu'on parlait dans la slide précédente, c'est ce dont on parlait par rapport à l'intériorisation. On sait notamment que l'homophobie intériorisée, ça peut retarder des coming out, ça peut faire que les parcours sont plus complexes et qu'on peut mettre du temps pour mettre des mots sur sa propre identité, ses propres ressentis, son propre vécu. Globalement, ces personnes-là ont davantage de charge mentale. Avec tout ce que je viens de lister, déjà, on peut imaginer à quel point ça prend de l'énergie et du travail émotionnel de s'adapter à une société qui finalement n'est pas pensée pour des personnes qui vivent des discriminations. Souvent, les personnes vont il va y avoir une confiscation du droit à la colère. Et là, pareil, on peut revenir sur la posture de l'allié. Souvent, quand une personne concernée par une discrimination va lutter pour ses droits, être dans la revendication, vouloir se faire entendre, on va souvent lui renvoyer que cette personne-là est trop sensible, qu'elle est trop en colère, que du coup, son propos n'est pas lisible. Le fait d'avoir recours à ça, le fait de faire cette police du ton, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de se concentrer plus sur le fait que la personne est en colère, émotionnellement activée, c'est une façon pour les personnes privilégiées de se décaler d'une forme de responsabilité, en fait, de juste de ne pas écouter ce que la personne en face a à dire. Et ça, c'est très courant, que ce soit par rapport au sexisme, au racisme, à l'homophobie, le fait de renvoyer la personne à ses réactions émotionnelles pour décrédibiliser son propos, c'est aussi une violence quotidienne, on peut appeler ça aussi des micro-agressions, et du coup, ça va venir vraiment très fort peser sur le quotidien des personnes. Et enfin, les personnes queer, les personnes minorisées en général, doivent faire face à de l'isolement. On voit tous les points de cette liste, ça peut créer une forme d'isolement, une forme de découragement parfois. Et on pense aussi à la situation où, par exemple, une personne est la seule personne queer dans une structure de travail. Ça peut être aussi un facteur d'isolement important. On peut passer à la slide suivante.
Euh, un moment un peu interactif, je voulais vous proposer une situation très très courte pour voir si vous aviez des bonnes pratiques à vous partager, à nous partager, qu'on puisse en discuter. Donc cette situation, elle est très courte et très, très simple. Une nouvelle salariée est arrivée dans votre association. Elle s'appelle Mélie, c'est une jeune femme trans. Et vous remarquez qu'un ou une de vos collègues la mégenre à plusieurs reprises, malgré le fait qu'elle ait précisé les pronoms qu'elle utilise. Déjà, je reviens rapidement sur le terme mégenrer. Le fait de mégenrer une personne, ça veut dire utiliser une personne nous dit voilà, je m'appelle Lou, mon pronom c'est elle. Et du coup, une personne va mégenrer cette personne-là en utilisant un autre pronom ou en n'utilisant pas le prénom sous le prénom qu'elle choisit. Utiliser le dead name d'une personne. Le dead name, c'est l'ancien prénom d'une personne qui a ensuite décidé de changer son prénom à l'état civil ou pas d'ailleurs. Donc il y a plusieurs façons de mégenrer une personne. Mégenrer à plusieurs reprises une personne, c'est une discrimination. Du coup, moi, j'avais envie de vous demander quelle pourrait être votre réaction en tant qu'allié si vous êtes témoin de cette situation. Vous remarquez qu'un ou une collègue mégenre à plusieurs reprises une autre collègue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on pourrait réagir? N'hésitez pas à faire du coup des propositions. Je ne sais pas du coup si les propositions sont dans l'onglet discuter ou dans le Q&R, Mehdi. Alors, on peut faire, on a deux options, Lou. Soit alors les gens peuvent réagir directement dans l'espace discussion, Ouais. soit ils peuvent lever la main et réagir à l'oral. Ça peut être plus rapide aussi. C'est comme vous le souhaitez. Je me disais que peut-être à l'écrit, ce serait un petit peu plus court. Je ne sais pas, au niveau du Oui, timing, je ne veux pas trop déborder aussi sur le segment de Lucille ensuite. oui. Bah écoutez, on se laisse, voilà, on se laisse quelques minutes là pour laisser les gens Mm. réagir et répondre. Et puis on prendra. N'hésitez pas à, à- à faire vos propositions directement dans l'onglet discussion. On va les prendre petit à petit et Lou réagira à celle-ci. Il y a déjà des réactions. Je vois Marion qui me dit qu'il y a des réactions. Donc j'ouvre, pardon, l'onglet. Je n'étais pas sur le bon onglet. Si. Je peux les lire hein, si vous voulez. Je veux bien, merci. Alors, donc, prendre à part le collègue qui mégenre pour lui en parler afin de ne pas mettre la personne mal à l'aise. Je pense que c'était ça que. Mhm. Ensuite, dans mon asso, je compte un trans homme, mais qui continue à porter un prénom féminin. Très difficile de ne pas mégenrer. Euh, un Ouais. spectateur anonyme qui dit que la partie de discussion est désactivée. Effectivement, il faut utiliser le module QR. Simplement reprendre la personne en disant il me semble que Mélie nous a dit plusieurs fois que son pronom c'est elle. Je t'invite à respecter ce choix et à utiliser le pronom elle. Mhm. Alors je vais peut-être garder celle-là parce que c'est une question plutôt. Je vous la redonne après. Ça m'est arrivé dans le milieu du sport. J'ai rappelé à la personne qu'elle a dit que son pronom c'était elle 2 fois. Proposition, aller voir la nouvelle salariée pour lui demander quelle réaction elle aimerait de notre part. Mhm. Là, il y a mégenrer le collègue qui mégenre, à Malin Malani. Euh, euh, effectivement, quelqu'un dit, je n'ai pas accès à l'onglet discussion. Effectivement, le seul qui est ouvert, c'est l'onglet QR. S'adresse à la personne avec les bons pronoms pour mettre l'autre mal à l'aise. Proposition, j'irai d'abord voir Mélie pour savoir si elle souhaite que j'aille voir la personne qui la mégenre. Mhm. Prendre un temps individuel avec la personne qui mégenre. Peut-être s'assurer que la personne ait bien conscience de ses erreurs pour lui rappeler par quel pronom la personne peut être appelée, ce qui permettra de lui rappeler que c'est une discrimination. J'insiste en la présence du collègue qui mégenre sur le pronom de la nouvelle collègue. Mhm. Pour ma part, nous avons une bénévole en transition. Ça arrive souvent qu'un adhérent lui parle au masculin. Et la plupart du temps, mon réflexe lorsque j'entends est de reprendre la personne en disant elle, car la bénévole n'ose pas les reprendre. Attendez, je
Bien. Pour moi, soit essayer de demander de genrer correctement, et si trop compliqué, car la personne n'arrive pas à éviter d'utiliser un pronom, mais utiliser le prénom. Mhm. Euh, voilà. Perso, j'insisterai sur le bon pronom quand il est là. Rassurer ma collègue qui est mégenrée en lui disant que je vais la soutenir et parler à l'autre personne en expliquant pourquoi il s'agit d'une discrimination, voir avec Mélie ce qu'elle pense et comment l'accompagner. Voilà. Merci beaucoup. Il y a eu plein de réactions et plein de bonnes pratiques. J'ai essayé de noter un petit peu pour synthétiser. Effectivement, c'est revenu à plusieurs reprises d'aller voir la personne concernée, de lui demander ce qu'elle souhaite. Et ça, c'est une très bonne pratique pour aussi éviter de tomber dans une posture du sauveur ou de la sauveuse et du coup de parfois en fait l'empêcher à elle en fait de réagir si elle le souhaite. En revanche, parfois, effectivement, peut-être que là, Mélie aimerait aussi que d'autres personnes autour réagissent et que la charge de la pédagogie ne retombe pas que sur elle. La charge de la pédagogie, c'est quelque chose qui revient souvent, que ce soit en ce qui concerne les personnes racisées, les personnes trans. Ces personnes-là sont un peu fatiguées d'avoir toujours à expliquer les discriminations qu'elles vivent. Donc voilà, il y a cet élément-là de respecter le consentement de la personne concernée, lui demander ce dont elle a besoin, c'est une très bonne pratique. J'ai entendu aussi le fait de reprendre un peu discrètement la personne, par exemple en s'adressant à Amélie à nouveau avec les bons pronoms. Ça, c'est aussi une très bonne pratique dans l'idée de ne pas forcément, du coup, confronter Mélie à une situation, qui pourrait la mettre mal à l'aise, mais tout en quand même en montrant qu'on est là et qu'on réagit. Donc ça, c'est plutôt bien. Le fait d'aller voir le ou la collègue qui persiste à mégenrer, ça peut aussi être une très bonne pratique. Pareil, c'est une bonne idée d'aller checker Mélie, voir si ça pourrait être une bonne option pour elle. Mais ça peut permettre voilà, d'avoir un temps d'échange avec ce collègue, cette collègue, potentiellement lui partager des ressources en fonction évidemment de son ouverture à ce sujet-là, mais vraiment lui faire comprendre que c'est une discrimination. C'est un travail qui est important à faire. En tout cas, le fait de ne pas laisser passer, c'est important. Et vous voyez qu'il y a plein de façons de réagir. J'ai noté aussi le fait d'utiliser les bons pronoms quand la personne n'est pas là. Il me semble qu'il y a une personne qui a dit ça. Ça, c'est une très bonne pratique aussi. Le fait de déjà, pour soi, pratiquer, je vais dire, dans notre tête, en fait, l'idée d'associer un pronom avec une personne, de commencer à modifier nos représentations et évidemment de genrer correctement la personne, même quand cette personne n'est pas là. Et corriger les personnes qui mégenrent, même quand la personne n'est pas là, ça, c'est aussi super important. J'ai aussi noté le fait de genrer au minimum, il me semble, ou d'essayer en tout cas d'éviter de genrer les personnes. Ça aussi, si jamais vous ne connaissez pas les pronoms d'une personne, ça peut être une bonne pratique de genrer au minimum, d'utiliser des termes neutres finalement, en attendant que la personne utilise un pronom pour se définir, utilise un accord qui vous donne un indice, et ensuite vous pouvez vous caler sur cet indice-là. Et après, il y a toutes les options aussi de se présenter en donnant son pronom, en demandant les pronoms de la personne que vous avez en face. Voilà, en fait, il y a plein d'options qui sont possibles. J'ai entendu aussi dans vos commentaires, dans vos questions, que c'est compliqué de ne pas mégenrer quand il y a, par exemple, un pronom féminin et un prénom qui reste masculin. En fait, c'est des nouvelles pratiques, une nouvelle gymnastique mentale à adopter, mais c'est quand même très important du coup même si au premier abord ça peut sembler compliqué, de le pratiquer et de vraiment être dans le respect de cette identité-là et de ce choix de pratique-là pour essayer aussi finalement dans une société idéale, finalement, de dégenrer certains prénoms et d'ouvrir nos imaginaires pour pouvoir accueillir les personnes dans leurs choix aussi individuels et aussi singuliers qu'ils soient. Peut-être Lou, avant de passer à la phase suivante, il y a une personne qui demande si mégenrer une personne est une discrimination au sens légal du terme, tant qu'on est sur le sujet. Oui, alors effectivement,
Bon, le fait de mégenrer une personne par erreur une fois, si on se reprend, si on s'excuse, il y a aussi beaucoup de personnes trans qui insistent sur le fait que si on mégenre une fois par erreur, c'est important de s'excuser rapidement et de ne pas se mettre au centre de l'attention en culpabilisant outre mesure ou voilà, en faisant toute une histoire. Vraiment s'excuser, reprendre le bon pronom. Voilà, ça peut arriver de mégenrer. C'est important de se corriger. C'est vraiment le fait de mégenrer à plusieurs reprises qui va venir constituer la discrimination. On peut se tromper. Par contre, si on commence à mégenrer à plusieurs reprises, là, par contre, ça va rentrer dans le cadre légal de la discrimination. On va appeler ça un agissement discriminatoire, effectivement. Merci. Et du coup, pour conclure rapidement sur ce module sur la discrimination, je vous ai listé quelques exemples de bonnes pratiques. Il y en a énormément d'autres pour éviter ou en tout cas prévenir les risques au sein de son organisation. Donc déjà, favoriser l'émergence de candidatures diversifiées. C'est important que les équipes soient représentatives de la diversité de la société. Donc ne pas hésiter à faire circuler les offres d'emploi dans plein de canaux différents, sur des groupes qui sont susceptibles de ne pas avoir accès à vos offres d'emploi. La déconstruction de ses propres biais, c'est tout ce qu'on vient de voir par rapport aux discriminations. C'est très important qu'en amont, la structure fasse le travail de déconstruire les biais et de déconstruire les stéréotypes dont on est tous et toutes pétris pour que la structure soit vraiment inclusive, en tout cas de plus en plus inclusive. Il ne faut pas attendre en fait d'accueillir des personnes minorisées, d'accueillir des personnes trans, des personnes queer pour changer ces pratiques. C'est important de commencer dès qu'on commence à conscientiser ces discriminations-là. En faire un sujet dans sa structure, c'est une bonne pratique dans le sens où on peut être très proactif par rapport à ça, on peut faire circuler de la documentation, on peut en parler entre collègues, on peut partager des ressources. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle on peut être vraiment active en tant qu'individu dans les structures de travail. Se positionner comme un ou une alliée, réagir, on en a parlé, c'est vraiment important pour qu'il y ait un cadre de travail où on sent qu'il y a une vigilance collective en tout cas, et où la charge de la pédagogie, la charge émotionnelle de devoir recadrer les personnes ne pèse pas que sur les personnes concernées. On peut proposer ou demander des formations sur la lutte contre les discriminations. Ça, c'est une bonne pratique dans le sens où ça peut permettre en groupe d'avoir un socle commun et d'avoir des discussions sur ce sujet-là. On peut avoir un affichage informatif, voilà, très volontariste sur les discriminations et faire circuler la documentation. J'en ai parlé déjà. Voilà, c'est quelques idées de pistes sur lesquelles on peut agir aussi de façon très individuelle. Merci infiniment, Lou, pour cette présentation. Alors, dans la poursuite, voilà des bonnes pratiques autour de ce sujet pour prévenir les discriminations et favoriser l'inclusion des personnes LGBT. Je vais laisser la parole maintenant à Lucille pour nous présenter une boîte à outils réalisée et créée par SOS Homophobie. Lucille, je vous laisse la parole. Oui, merci. Donc en fait, à SOS Homophobie, on fait des interventions pour faire de la sensibilisation auprès des différents organismes, à la fois publics, privés, associatifs, pour lutter contre les LGBTI-phobies et sensibiliser le plus grand nombre aux discriminations LGBTI-phobes. Sauf que la société est tellement grande il n'est pas possible, en tant qu'association de 600 bénévoles, dont un tiers fait de la sensibilisation, de sensibiliser toutes les personnes. Donc, du coup, on est parti sur quelque chose de plus large. Comment accompagner les organisations à mettre en place une politique de prévention des LGBTI-phobies et d'inclusion des personnes LGBTI dans le monde professionnel. Du coup, on a créé cette petite boîte. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Cette petite boîte, donc c'est vraiment une boîte physique, vous avez la photo euh, sur la présentation, dans lequel on a mis différents éléments. Donc, je veux bien que tu avances, s'il te plaît. Donc, on a mis différents éléments pour proposer une méthodologie pour une organisation plus inclusive. Donc, dedans, on propose dans un premier pôle de donner des informations, du coup, pour s'informer et comprendre les mécanismes de LGBTI-phobie. Dans un deuxième temps, pour mesurer la qualité de l'environnement
de travail pour les personnes LGBTI parce que, en général, on n'a pas d'informations sur comment vivent les personnes LGBTI. Est-ce qu'il y a des discriminations dans mon organisation? Et donc, si on ne demande pas aux personnes s'ils sont discriminés, s'ils se sentent mal dans l'entreprise, on n'aura pas l'information. Troisième point, il est important également de se former en tant que responsable, mais également de sensibiliser les différents salariés. Ça peut être aussi les bénévoles, hein, si vous avez des bénévoles dans votre organisation. Et quatrième point, c'est rendre visible l'engagement, pardon, de votre organisation contre les discriminations LGBTI-phobes. Donc, comme en parlait Lou tout à l'heure. Je veux bien qu'on avance. Donc, je vais développer assez rapidement hein, les différents points. Donc, dans cette boîte à outils, donc, qui se présente comme ça, il y a différents éléments à l'intérieur. Dedans, dans le premier point, on a donc s'informer et comprendre les discriminations LGBT-phobes, donc qui est représenté comme ça. On va voir à la fois notre rapport sur l'LGBT-phobie qui va permettre d'avoir des informations à la fois chiffrées, va permettre d'avoir une analyse des différents chiffres et des témoignages que l'on reçoit, et surtout permettre d'avoir aussi plein de témoignages qui permettent d'appréhender ce que vivent les personnes LGBTI, à la fois au travail, mais pas que. Deuxième élément que l'on met en place, c'est le guide pratique sur les LGBTI-phobies. Donc, on a eu plusieurs questions sur les droits, sur quelles sont les sanctions, etc. Donc, on a mis dans ce guide 40 fiches thématiques de situation de LGBTI-phobie qui sont expliquées dans des termes très simples. L'idée, c'est de rendre le droit accessible à toutes les personnes, à la fois les personnes qui vont accompagner une personne LGBTI, mais à la fois les personnes LGBTI elles-mêmes. Malheureusement, on ne connaît l'accès au droit est vraiment trop complexe au vu des termes qui sont employés. Donc, l'idée, c'était vraiment de rendre le droit accessible à toutes et à tous. Donc, voilà, dans la partie s'informer et comprendre les mécanismes de LGBT-phobie, ce que contient notre boîte. Deuxième partie, donc j'en parlais tout à l'heure, mesurer la qualité de l'environnement au travail. Souvent dans les organisations, il y a quelque chose qui est important de mettre en place, c'est une cellule d'écoute ou une cellule pour faire remonter les discriminations subies par les salariés. C'est très intéressant, hein, ça veut dire que la personne fait une démarche de venir informer qu'elle a subi une discrimination, qu'elle a besoin d'aide, etc. Mais c'est également important de questionner les personnes pour savoir comment elles se sentent dans l'entreprise. Les personnes qui sont LGBTI, mais également toutes les autres personnes pour savoir comment elles imaginent le ressenti des personnes LGBTI dans leur entreprise. Donc voilà, ça permet de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer pour une meilleure inclusion de toutes les personnes. Donc, on a... Donc, ça, c'est pas le bon. Excusez-moi. Donc, on propose un petit questionnaire qui, bien sûr, peut être modulé, qui peut être amendé, hein, qui peut permettre aussi de tester l'inclusion de toutes les personnes, hein, à la fois les personnes racisées, les personnes, le sexisme, etc. Donc, voilà, ça peut être une enquête beaucoup plus large que sur les personnes LGBTI. Dans la troisième partie, c'est la partie la plus importante. Je veux bien qu'on avance. Voilà, c'est former et sensibiliser vos salariés et vos bénévoles. C'est vraiment l'étape qui est la plus importante. Il y a plusieurs étapes dans la formation et la sensibilisation. Il y a l'étape des personnes qui sont responsables, qui vont manager d'autres personnes, qui doivent impérativement être formées, sensibilisées. Et il y a toutes les autres personnes qui vont travailler dans l'entreprise, qui doivent également avoir des notions, être sensibilisées aux questions LGBT. Du coup, dans cette boîte à outils, on propose donc un kit qui a été fait par l'Association française des managers de la diversité, donc qui a été également revu par SOS Homophobie, qui propose, j'en ai pas d'exemplaire là, qui propose des fiches pratiques qui vont permettre d'apporter à la fois des connaissances, mais également de donner des clés pour certaines fonctions professionnelles. Par exemple, RH qui a besoin de connaître des éléments différents d'une personne qui va être en contact avec du public. Voilà, il y a des fonctions qui nécessitent d'avoir une attention particulière et donc il y a des fiches pratiques qui sont dans ce kit de l'AFMD. Et il y a également des exemples concrets et des ressources à l'intérieur. Deuxième élément dans la formation,
je veux bien qu'on avance. Ça va être un e-learning. Donc, SOS Homophobie a créé l'année dernière un e-learning, donc une formation en ligne, donc à destination de toutes les personnes pour leur donner le b.a.-ba sur les questions LGBTI. Donc, dedans, on va avoir un aperçu du cadre légal concernant les situations de LGBTI-phobie, le pourquoi il faut parler des LGBTI-phobies au travail. Donc, c'est un peu les chiffres dont je vous ai parlé au tout début. Également, identifier les situations qui sont LGBTI-phobes. Hein. On parlait du mégenrage, par exemple, tout à l'heure, le sentiment abusif, mais ça peut être aussi des petites marques de rejet qu'il est important d'identifier et de corriger pour pouvoir permettre une meilleure inclusion de tout le monde. C'est également important de comprendre les mécanismes des LGBTI-phobies, comment elles sont créées, d'où elles viennent hein, et pourquoi on a des comportements LGBTI-phobes. Et surtout, après, dernier point, c'est important de savoir réagir face à des situations LGBTI-phobes. Donc, je veux bien qu'on avance. Il y a une deuxième slide sur le e-learning. Donc, voilà un peu le plan général hein, de notre formation, donc avec des définitions, avec différents questions. C'est vraiment quelque chose de très interactif avec à la fois des vidéos, à la fois des questions, des choses à bouger, voilà, on a essayé de faire quelque chose d'assez interactif, assez ludique pour permettre d'appréhender le plus possible hein, les questions LGBTI-phobes. Pardon. À la fin, on a un petit quiz final hein, pour voir si la personne elle a bien compris les différentes questions abordées. Voilà, et donc pour la dernière diapo, s'il te plaît, voilà, c'est pour rapidement, donc ce e-learning, hein, donc, il a une durée de 30 minutes. Il a été vraiment réalisé pour que toutes les personnes d'une organisation puissent le faire. Hein. On a essayé de faire quelque chose le plus inclusif possible. Donc, il est disponible en français. Il peut être sous-titré en français, sous-titré en anglais aussi si vous avez des personnes qui ne sont pas francophones, pardon. Il est accessible à peu près partout à partir du moment où on a une connexion Internet. Et donc, après, si vous êtes intéressé par ce e-learning, on essaye d'en discuter ensemble et de voir comment il peut être mis en place dans votre organisation. Dernier point sur la formation, on a également réalisé ce qu'on appelle l'éventail des LGBTI-phobies. Donc, si vous avez ce souvenir des incollables, c'est exactement le même principe. On va avoir d'un côté une situation qu'on peut développer. Hein. Par exemple, ici, excuse-moi Eva, mais je me pose la question depuis que tu nous as annoncé dans l'équipe que tu es lesbienne. Dans ton couple, c'est toi ou ta copine qui fait l'homme. Donc, c'est une situation. Et après, derrière, l'idée, c'est de permettre de lancer un débat, débat, même si c'est pas une situation qui mérite débat, mais en tout cas de lancer des réflexions pour derrière, on va avoir une explication de la situation et en quoi cette situation est problématique. Euh, Voilà, et dernier point dont a parlé également Lou, c'est important vraiment de rendre visible l'engagement de l'organisation. Ça peut être par des affiches, donc nous on propose on fait une carte postale, mais on peut les avoir également en format affiche. Bah, une campagne qui s'appelle Être aimé, dont l'idée est de rendre les personnes LGBT on va dire monsieur et madame tout le monde, avec qu'est-ce qu'on aime en tant que personne, comme personne. Hein. On aime, par exemple, Nadia, elle aime la boxe, mais elle aime aussi les femmes. Donc, dire que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, ça ne représente pas l'intégralité de qui on est. Donc voilà, c'est une campagne qu'on a voulu positive. C'est également important de pouvoir montrer qu'on est impliqué, engagé contre les LGBTI-phobies, par exemple avec des stickers ou un tour de cou arc-en-ciel. Ça permet de rendre en rendant visible votre engagement, c'est aussi montrer aux personnes LGBTI qu'elles peuvent se sentir à l'aise dans votre organisation, qu'elles peuvent être visibles. Et ça peut changer tout en termes de qualité de vie pour les personnes LGBTI. Et je ne sais plus s'il y a une autre diapo après. Voilà. On pourra bien sûr en discuter
Par la suite, on peut également organiser des petites temps avec une organisation et nous pour échanger sur cette boîte à outils. En tout cas, cette boîte à outils, on peut en fournir une par organisation qui le souhaite et qui en fait la demande sur notre site. Voilà. Merci infiniment, Lucille. Dans la même idée, je vais laisser maintenant Lou présenter un peu les actions sur le sujet proposées par la petite. Merci Mehdi, merci Lucille. Moi, ça m'a donné envie en tout cas de commander la boîte, donc je t'en reparlerai. Du coup, nous, à la petite, on a quelques formations qui peuvent faire écho à la thématique qu'on a abordée aujourd'hui. Donc, je vous en ai parlé au tout début, mais on a cette demi-journée de formation, donc ça dure 3h30 qui s'intitule Mieux comprendre les identités LGBTQIAP+. Bon, il y aura quelques petites redites, en tout cas, de ce que j'ai pu vous présenter ce matin, mais en plus approfondi, et du coup, avec la potentialité aussi de plus échanger, vu que ce sera en plus petit groupe. Donc, qui va se dérouler le 9 novembre 2023 en distanciel. Ça, c'est la première. On peut passer à la slide suivante. On a aussi notre collègue Margot qui travaille du coup à la communication, qui a créé cette formation sur les pratiques de communication inclusive. Et qui là, voilà, il y aura 2 sessions, une en ligne et une en présentiel à Paris. Et enfin, du coup, la dernière formation en lien avec le sujet. Donc, là, pour le coup, c'est une formation qui est plus conséquente. Ça va être 3 jours et demi pour lutter contre les discriminations. Donc là, c'est vraiment un accompagnement pour adopter des pratiques professionnelles plus inclusives. Bon, on est encore une fois ciblé sur le secteur des arts et de la culture. Et là, c'est une formation qui se tiendra à Toulouse. Voilà pour de notre côté. Merci infiniment, Lou. Alors, sachez que toutes ces informations, hein, le PowerPoint avec l'ensemble des informations, et je pense que ça vous posera pas de problème, Lou et Lucille, qu'on vous transmette les coordonnées de vos structures. Tout ça vous sera retransmis dans le mail au retour pour que vous puissiez voilà, avoir plus d'informations sur les actions dispensées par SOS Homophobie et la petite, commander la boîte à outils ou vous inscrire aux différentes formations pour aller plus loin sur le sujet puisque ce webinaire a plutôt vocation à être une porte d'entrée pour après aller plus loin avec les structures spécialistes. Sans plus tarder, je vais laisser maintenant la parole à Marion, qui va prendre la deuxième vague de questions, et puis du coup, qui va les poser à nos 2 intervenantes. Alors, dans la droite ligne de ce que vous étiez en train de présenter, il y a eu pas mal de questions, mais plutôt en début de webinaire sur des formations qui pouvaient exister, des flyers, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a eu un certain nombre de réponses qui ont été apportées. Juste à l'instant, notamment ce que vous avez dit, Lucille, sur le fait de pouvoir transmettre une boîte à une organisation qui serait intéressée, enfin, une boîte par organisation. Et vous avez présenté les formations. Si les uns et les autres souhaitent des compléments, on pourra les apporter. Et puis, il y a la question qui a été abordée tout au long de ce webinaire sur le fait d'aborder cette question sans braquer ses collègues. Comment, en tant qu'employeur, on peut adopter la bonne posture. Donc, vous aurez peut-être quelques éléments ou quelques clés qui seront sûrement dans les documents que vous avez présentés. Et enfin, une personne propose, par exemple, elle demande si vous préconiseriez de mentionner l'ouverture euh, sur les annonces de recrutement qui sont faites, enfin, l'afficher clairement et l'écrire. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des petits commentaires là-dessus. Pour les annonces d'emploi, il y a des choses qui apparaissent de plus en plus et qui sont vraiment intéressantes. C'est de mettre, souvent, on marque homme, femme, et il y a des personnes qui mettent homme, femme, non-binaire. Et du coup, là déjà, on sait que dans cette entreprise, on va potentiellement être bien intégré. On va pas avoir besoin de se cacher. C'est quelque chose qui peut vraiment avoir un impact très positif, à la fois si on est une personne euh, lesbienne, gay, mais également si on est une personne trans ou non-binaire. Voilà, ça montre une inclusivité vraiment de l'entreprise. C'est une des possibilités en tout cas.
Très bien. Et sur la fonction employeur plus spécifiquement, alors il y a pas mal de questions. Euh, de la part en cas de propos LGBTQIAP phobe dans une entreprise ou une association de la part de quelqu'un sous contrat, quel protocole conseillez-vous? Les propos tombant sous le coup de la loi, doit-on inciter la personne victime à porter plainte et quelles sanctions peut-on envisager en tant qu'employeur dans le cadre du droit du travail envers l'auteur, l'autrice des propos? Est-ce justement un motif de licenciement? Donc ça, c'est le premier pack de questions. Tu veux y aller, Lou, ou j'y vais? Tu peux y aller. Ok. Alors la question est assez complexe hein, parce que bien sûr ça va dépendre d'énormément de points dans l'entreprise, ça va dépendre également des faits qui ont été perpétrés. Mais c'est important en tout cas qu'il y ait une sanction quelle qu'elle soit, hein. Ça peut même être juste une formation. C'est vraiment important que il y ait quelque chose qui soit fait pour pas que, on en parlait dans un exemple tout à l'heure, pour pas que la personne qui a subi ces discriminations, ces insultes, etc., soient doublement victimes et subissent une nouvelle attaque de la part de la RH. Ça, c'est vraiment, vraiment très important, quelle que soit la sanction qui est prise. Euh, Ça, c'était un point, et j'ai oublié la deuxième partie de la question, excusez-moi. Alors, les propos tombant sous le coup de la Ah oui, loi, doit-on inciter la personne victime à porter plainte? alors ça, il Et faut quelles sanctions vraiment peut-on faire. envisager dans le cadre du droit du travail envers l'autrice du propos? Est-ce Voilà. Dans justement le un cadre motif de licenciement? motif de licenciement, en fait, tout dépend de la gravité. Tout dépend clairement de la gravité. On entre dans le même cadre que pour tout autre acte qui n'a pas lieu d'être au travail. Donc, voilà. Euh, pour ce qui est... pardon, excusez-moi. Tu veux compléter, Lou, pendant que je rassemble mes idées? Je vais essayer, j'étais aussi moi, en train de construire une réponse dans ma tête. Je- En tout cas, je rejoins Lucille sur cette idée et que en fait, ça va vraiment devoir être proportionnel, c'est-à-dire que par exemple, le fait de mégenrer à répétition une personne, ça peut rentrer dans du harcèlement discriminatoire. Et dans ce cas-là, de toute façon, l'employeur, je fais aussi le parallèle souvent avec la prévention des violences sexistes et sexuelles, hein, mais l'employeur a une obligation de protection de ses salariés. Et du coup, si un ou une de ses salariés est victime de harcèlement discriminatoire sur le motif de transphobie ou d'homophobie, il va falloir qu'il y ait une enquête à l'intérieur de la structure et il va falloir qu'il y ait une protection. Et parfois, c'est une mise à distance de l'auteur, de l'autrice et une protection, oui, de la personne ciblée. C'est très important que les employeurs réagissent et c'est leur responsabilité. Mais Euh, je oui, rappuie pardon. là-dessus, hein. Il est vraiment important que ça ne soit pas la victime qui finisse au placard. Ça, c'est juste, il faut vraiment faire attention à ça. Et Ah, pardon, oui. excusez-moi, ça a coupé. Il y avait une question aussi sur le fait d'inciter à porter plainte. Alors là, il faut faire très attention. Il faut que ce soit la personne qui est victime qui en fasse la démarche. Il ne faut pas forcer quelqu'un à aller porter plainte. Vraiment, si elle n'a pas envie, il ne faut pas la forcer. Elle pourra le faire peut-être dans quelques temps, peut-être jamais. En fait, tout le monde n'a pas envie d'aller porter plainte. Derrière, porter plainte, c'est aussi s'engager dans une démarche juridique qui peut être complexe, qui peut être longue, et tout le monde n'a pas envie de le faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une structure en interne qui permette d'accueillir la parole des personnes qui en ont besoin, de les accompagner s'ils veulent faire quelque chose en interne ou en externe, mais de ne pas les forcer. Très bien. Et sur cette partie-là, il y avait une question un peu plus précise, mais je ne sais pas si on pourra y répondre aujourd'hui. Concernant les droits sociaux, notamment les femmes en parcours de PMA, est-ce qu'on observe une difficulté des RH à s'adapter? Ah, vous avez une réponse. Vous dodelinez de la tête. En fait, il y a des entreprises qui plus mettent un Je vous invite à parcours couper votre pour caméra parce accompagner qu'on les vous personnes. entend pas très bien. Il vaut mieux que vous coupiez votre caméra. Voilà. Comme ça, Pardon, on vous excusez-moi. entend mieux. Pas de souci. Euh,
Il y a de plus en plus de RH qui mettent en place vraiment des parcours pour accompagner les femmes qui sont en parcours de PMA. Comme partout, hein, il y a des difficultés dans certaines entreprises qui ne sont pas du tout inclusives, mais il y a également de nombreuses entreprises qui mettent en place hein, vraiment des parcours d'accompagnement. Et c'est un point qui est vraiment très important. Mettre en place ce genre de parcours, c'est aussi inciter les personnes LGBT à venir dans votre entreprise ou votre organisation, association. Voilà, c'est des avantages sociaux qui peuvent être très intéressants et qui peuvent faciliter hein, le recrutement de personnes LGBTI, surtout les femmes. Très bien. Ensuite, on a plutôt du côté de nous par rapport à ce que vous avez présenté un petit peu avant, il y avait une observation sur le fait de dire que dans les I, les 4 I, si je me souviens bien, des institutions, est-ce qu'il n'y avait pas aussi la famille dedans, dans les institutions? Ben, c'est une très très bonne question. J'aurais tendance à ranger la famille à la fois dans les institutions, mais aussi au niveau des rapports interpersonnels, parce qu'il y a dans les rapports familiaux, il y a aussi beaucoup d'intimes, beaucoup d'interpersonnels, mais en même temps, c'est important de politiser la famille, effectivement, et de voir la famille comme une institution. Et c'est vrai que la famille est aussi beaucoup le relais notamment de l'hétéronormativité. Voilà, c'est en train de bouger, on le sent dans les familles il y a des volontés d'éducation plus inclusive et qui donnent des perspectives plus diversifiées aux jeunes personnes. Mais c'est vrai que c'est un des espaces aussi où pendant longtemps, il y a eu voilà, cette reproduction de l'hétéronormativité et ce manque de modèles. On pense notamment au manque de ne serait-ce que de support pour raconter des histoires. Donc forcément, les parents au sein des familles les modèles qu'on peut avoir quand on est enfant vont aussi jouer et vont se faire le relais de certaines normes, certaines idéologies. Donc je pense que c'est intéressant effectivement de faire ce parallèle-là. Et il y avait deux autres questions de compréhension de votre présentation. C'était qu'est-ce que le classisme? Et je fais un pack. Pourquoi Ouais, un S uniquement à racisme? ok. Le classisme, pour faire très très simplement, ça va être une discrimination par rapport à la classe sociale. Discriminer une personne parce qu'elle est dans une classe sociale inférieure à la sienne. En gros, la domination des personnes fortunées sur les personnes qui ont moins de ressources. Et pour ce qui est des racismes, on met un S à racisme, nous, dans nos formations, pour y inclure également les discriminations contre les personnes musulmanes et également la discrimination antisémite. On inclut, en fait, en formation, on n'a jamais le temps de parler de toutes les formes de racisme, même si ce serait très intéressant, nous, vu que notre sujet, c'est surtout les violences sexistes et sexuelles. Mais pour nous, c'est important de visibiliser le fait qu'il y a différentes formes de racisme. On peut aussi penser au racisme contre les personnes asiatiques et qui vont se manifester de façon différente. C'est des discriminations qui agissent de façon différente. Après, effectivement, si on avait voulu faire une liste vraiment exhaustive, on aurait pu également parler de la transmisogynie, par exemple, du coup, de la discrimination très spécifique qui va toucher les femmes trans. Voilà, cette liste n'était vraiment pas exhaustive, mais en tout cas, on met un S à racisme pour être sûr de montrer qu'il en existe différentes formes. Ok. Il y avait une question qui est peut-être importante à poser. L'employeur peut-il communiquer ouvertement en interne sur le nombre de salariés LGBT si ces personnes sont d'accord? Personnellement, je dirais non. Tout simplement parce que, en fait, ce serait une liste de personnes. Déjà, ce serait ficher des personnes. C'est extrêmement problématique, à mon sens, de ficher des personnes. Et c'est encore plus problématique de leur mettre la responsabilité d'être LGBT et également d'être là pour les autres, en fait. En quelque sorte, de servir de relais d'information. Et, euh, et surtout, ça ne représente pas toutes les personnes LGBTI d'une entreprise, puisque tout le monde n'est pas out dans une entreprise. Il y a une grande part de personnes qui sont entre guillemets dans le placard et donc du coup c'est à mon sens assez problématique de de faire une liste et en plus de personnes. Enfin voilà, je suis pas très à l'aise du tout avec cette idée-là.
sais pas si Lou, vous avez quelque chose à ajouter ou vous Euh, mettez un +1. Pas vraiment, je mettrais un +1 sur le risque de plutôt, oui, de stigmatiser et de mettre en visibilité des identités qui sont déjà, voilà, ça peut déjà être éprouvant dans une structure de travail. Donc, je rejoins Lucille là-dessus. Très bien. Alors peut-être parce qu'il est 30 et j'ai pas gardé le plus simple pour la fin. Il y a quand même, et puis vous l'aviez évoqué juste avant, quand on calait le webinaire, euh, des questionnements sur les éléments de définition au départ. Donc il y a ce qui a été discuté au début du webinaire sur la question de mélanger la notion d'orientation sexuelle et de genre. La personne dit pour une personne cis a déjà souvent du mal à faire la différence entre les deux, donc le mettre dans la même appellation, ça peut être compliqué. Ce n'est pas vraiment une question, mais plutôt un besoin de renseignement. Est-ce qu'il est vraiment positif de rassembler sous la même appellation l'orientation sexuelle et de genre? Donc il y a peut-être une question là-dessus. Et après, il y a un paquet sur le terme LGBTI, LGBTQIA+, comment on l'exprime. Enfin, il y a ce débat-là et il y a une demande de définition claire de queer, car la personne trouve que c'est un terme difficile à expliquer à quelqu'un qui n'a aucune connaissance sur la communauté LGBTQ+. Voilà. Ok, Donc, je sacré pense paquet. que c'est plutôt une question de définition Oui. globale. Enfin, et de comment, quand on est peut-être moins averti, on peut rentrer dans le sujet. Euh, voilà. Je pense que c'est plutôt ce que vous conseilleriez, en fait. Et j'imagine que vous le faites sur les éléments d'aborder cette notion auprès d'un public peut-être moins averti. Lucille, est-ce que tu veux qu'on se partage cette question? C'est vrai qu'elle est tellement vaste. C'est assez vaste. Je peux commencer peut-être avec les différents sigles. Donc toi, Lou, tu parles de LGBTQIAP+. Nous, on parle de LGBTI. En fait, c'est un terme chapeau dans lequel on essaye de rentrer toutes les identités de genre et toutes les orientations sexuelles hors hétérosexualité, hein. Donc, en gros, ce terme a pour objectif de rassembler un nombre de minorités qui ne s'identifient pas comme personnes hétérosexuelles et ou comme personnes cisgenres. Voilà, c'est l'idée du sigle. Et après, on a rajouté des lettres pour être le plus inclusif possible, mais il existe 20, 30 identifications possibles, donc on ne peut pas toutes les mettre dans le sigle. Et après, nous, on a choisi quelque chose de plus court pour que ça puisse être un peu impactant il nous a semblé important de mettre le i dedans parce que on parle très peu d'intersexophobie, donc les discriminations subies par les personnes intersexes, et que c'était important de le mettre en avant. Mais voilà, c'est un terme chapeau, en fait, ce qui représente l'ensemble des personnes qui ne s'identifient pas comme hétérosexuelles et ou cisgenres. Et j'ajouterais peut-être sur cette idée que c'est difficile pour des personnes qui ne sont pas concernées, donc pour des personnes, par exemple, cis hétérosexuelles, de se saisir de toute la diversité de ces termes, de trouver des repères. Il y a vraiment plein de ressources sur Internet. Il y a énormément de comptes Instagram qui font de la pédagogie sur ces questions. Il y a des livres, je pense notamment au livre d'une personne qui s'appelle Lexi, qui a fait un guide pour comprendre et défendre les transidentités. Il y a énormément en fait, de supports qui peuvent apporter énormément de connaissances et qui peuvent permettre progressivement de se familiariser avec ce sujet et du coup d'avoir une idée plus précise de quel terme correspond à quoi, vraiment identifier la différence entre ces éléments dont on a parlé tout à l'heure, le sexe biologique, l'identité de genre, l'expression de genre, l'orientation sexuelle. C'est vraiment un enjeu important si on veut être un ou une bonne alliée. Et en vrai, on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à énormément de ressources. Donc voilà, ce que j'inviterais surtout les personnes moins sensibilisées sur ces questions-là à se saisir de ces outils-là, en fait, pour en apprendre toujours plus sur ces enjeux. Très Alors, bien. Merci beaucoup. mm,
Merci Marion, merci pour ces précisions, Lou et Lucille. Alors, on va vous retenir juste 2 minutes hein, pour juste vous rappeler et vous représenter l'Inclusiscore. Donc, comme je l'ai dit, c'est un outil qui a été développé par le mouvement associatif il y a maintenant un peu plus de 3 ans maintenant, avec le soutien des différents partenaires et aussi d'Harmonie Mutuelle que j'ai oublié de citer en introduction et que je remercie pour ce soutien, et qui est un outil du coup qui vise à encourager la réflexion de chaque association sur les questions liées à l'inclusion. Euh, L'idée, c'est de permettre à chaque acteur associatif, qu'il soit bénévole, dirigeant bénévole, salarié de la structure, en individuel ou en collectif, d'aller répondre à une vingtaine de questions qui balaient l'ensemble du spectre de la thématique de l'inclusion. Donc, comme je l'ai dit, hein, ça peut être sur les questions de discrimination, de manière générale, les questions liées à la fracture numérique, les questions liées à la parité, à l'égalité dans sa gouvernance, etc., etc. Et d'inciter les acteurs ce questionnement à s'interroger et engager une démarche de questionnement interne. Et l'idée, c'est de donner une photo à l'instant T, à partir de l'appréhension des sujets de la personne ou du groupe de personnes, de la manière dont se situe l'association par rapport à ces questions. Et donc, c'est 22 questions qui se structurent autour de 3 grandes parties. Il y a un regard sur le projet associatif, c'est le premier. Donc, c'est des questions qui vont regarder comment le projet en tant que tel associatif est inclusif. Il y a un regard sur l'ouverture à tous et toutes. Donc là, c'est plutôt on va aborder les questions de bénévolat, de parcours du bénévole dans la structure, euh, euh, voilà, sur les questions enfin voilà, de parcours du bénévole dans la structure, mais aussi les questions RH avec les salariés, etc. Donc, comment la structure est ouverte à toutes et tout types de personnes et comment elle est sensibilisée aux questions de lutte contre les discriminations. Et enfin, il y aura un dernier regard sur la gouvernance, où on va zoomer du coup sur les questions de gouvernance, on va regarder la mixité, la parité dans la gouvernance. Enfin voilà, tout un tas de questions comme ça. Et les acteurs du coup sont invités à s'attribuer une note de 1 qui est la plus basse à 6 qui est je maîtrise parfaitement ce sujet et j'ai mis en place des actions efficaces au sein de ma structure pour y répondre. Ça donne un score total à la personne ou au collectif, qui est mis en perspective avec l'ensemble des répondants. Et ce qui est intéressant, et c'est là où est la plus-value de l'outil, c'est que par la suite, en fonction de vos réponses et où vous jugez plus faible, où vous avez besoin de creuser le sujet, c'est que l'outil est alimenté assez régulièrement par de la ressource pour vous inviter à aller plus loin. Il y a les webinaires qui sont mis en place régulièrement, mais il y a aussi de la ressource directement sur le site. Donc je vous invite, même si vous avez déjà répondu aux questions, d'aller régulièrement visiter le site internet de l'Inclusiscore pour aller chercher de la ressource qui est mise à jour actuellement. Donc voilà, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Euh, N'hésitez pas à rester en veille hein, sur la newsletter du mouvement associatif pour le prochain webinaire autour des questions d'inclusion. Je tiens à remercier sincèrement nos deux intervenantes, Lucille et Lou, pour la qualité de leurs interventions. J'espère qu'elles vous ont éclairé sur le sujet. On vous renverra un mail avec l'ensemble des ressources et des contacts de SOS Homophobie et de la structure La Petite avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et tous un excellent début de semaine et une belle journée. Au revoir.